merci à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Donc, ce soir, eh bien, on va continuer ce qu'on avait impulsé avec Frémin Merlebach, avec Fabienne, que je salue, qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir parce qu'elle est en vacances, et je lui fais un coucou parce que elle m'a dit qu'elle regarderait en replay et qu'elle s'associerait voilà, aux réflexions à venir. Donc, un coucou, elle nous a introduit dans ce sujet de l'attractivité des territoires liés à ces questions d'habitat, de qualité de vie, d'art d'habiter, de manière très, très, très forte, avec son expérience, sa motivation, son énergie. Et je pense que voilà, elle nous rejoindra. Et puis aujourd'hui, on a la chance de pouvoir tisser ces interactions autour de la trame d'expérience de Saint-Dié des Vosges. Et ça va nous permettre, avec l'ensemble des praticiens qui sont là, et on va demander à chacun de se présenter, de pouvoir interagir et voir ce que cette expérience apporte comme élément de réflexion, comme élément de questionnement, qui peuvent d'ailleurs et qui pourront faire l'objet d'échanges à venir. Alors, on se donne 1h30, je sais que ça va être frustrant, mais l'idée, c'est pas de s'éterniser, c'est d'avoir ces formats courts et interactifs, et puis le prolonger sur des questions spécifiques qui auraient pu émerger, qui vont émerger de cet échange. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre nous, on prenne quelques instants pour, merci Corentin de nous mettre les personnes qui devraient nous rejoindre, de prendre quelques instants pour se situer très rapidement, à la fois dans sa mission, dans son institut. Alors, je vais commencer pour donner le ton, et puis après, je passerai la main à nos amis de Saint-Dié, et puis les uns et les autres, vous enchaînerez. Donc, mon nom est Claudine Guida. Actuellement, j'agis dans le cadre de l'Université de Lorraine, et je m'intéresse plus particulièrement aux questions des transitions que vivent actuellement les territoires, de ces évolutions des pratiques, de cette question particulière de l'innovation territoriale, des dynamiques de collaboration. Et ce web atelier, comme ceux qui se sont déjà passés, ceux qui vont se conduire, se font dans le cadre d'un partenariat entre l'Université Lorraine et le Sillon Lorrain, dans le cadre d'une chaire qu'on appelle Innovation et territoire en intelligence. Voilà. Donc sur ce format rapide de situation des uns et des autres, je passe la main à Saint-Dié. Oui, on peut commencer. Hein. Donc Olivier Thiel, directeur du pôle attractivité du territoire de la communauté d'agglomération de Saint-Dié. Et je pense que j'aurai le temps de présenter un peu plus mon parcours juste après. Voilà, merci en tout cas de participer de cette structuration, de cette trame d'échange avec l'expérience de Saint-Dié. Alors après, on enchaîne. Qui se lance? Je ne vais pas faire comme à l'école, hein, je ne vais pas appeler, allez-y, tranquillement. Bon, vous voulez que je orchestre les jeux? Non? Bah, si personne ne se lance, je le fais. Donc Claire Prunella, oui. Bonjour à tous. Donc je représente le Sillon Lorrain aujourd'hui, en charge de diverses problématiques, surtout sur une innovation et récemment en partie sur l'attractivité, d'où ma présence aujourd'hui. Ok. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout, mais moi j'entendais Claire en pointillé. Alors est-ce qu'il n'y a que moi qui ai cette réception pas tout à fait claire sur Claire ou... J'ai un tout petit problème de connexion, c'est pour ça que j'ai coupé la caméra. J'espère qu'en coupant la caméra, ça va le faire. Eh ben voilà, c'est mieux. Ok, merci Claire. Voilà, qui... Capucine Michel, oui. Chef de projet Petite Ville de demain sur la communauté de communes de Sailly-Grand-Couronné. Super, merci Capucine. Continue. Ayoub Bachiri, étudiant à la GSI aussi, et ingénieur stagiaire dans un bureau de conseil à Paris. Sur les problématiques de la PFE sur
sur un sujet qui est lié à l'attractivité, sur l'audit d'attractivité. Et c'est pourquoi je suis là. Ok, merci. Bonjour à tous. Donc Anne Munding, chef de projet Bourg-Centre, Petite Ville de demain sur la communauté de communes de l'Ouest Vosgien, Neufchâteau et Châtenois. Super, eh bien, bienvenue Anne, c'est la première fois qu'on a l'occasion d'échanger, donc c'est un vrai plaisir. Merci. Vous connaissez mon directeur, là, qui je vais laisser se présenter. Merci pour ce lien, Anne. Oui, merci Anne. Bertrand Nicolas, donc directeur de la communauté de communes de l'Ouest Vosgien. Voilà, avec qui on a eu l'occasion de faire un webinaire et qui nous a présenté l'Ouest Vosgien. Super. Merci. Alors. Je vais poursuivre. Maya Cazin, oui. Je suis aujourd'hui directrice adjointe chez Épinal Habitat en charge du renouvellement urbain, notamment. Et j'étais préalablement responsable d'un service qui portait les projets de transformation urbaine de la ville d'Épinal. Merci. Alors, les Vosges sont en force là, hein. Épinal, Saint-Dié, Neufchâteau, voilà. Mais alors, il nous reste qui pour le moment, parce qu'on a 2, 3. Oui. Je vois qu'il reste moi en tout cas. Bonjour, Martin Mougel, Tech Organisation. On travaille en assistance au management de projet, mais plus globalement sur des questions un peu plus opérationnelles auprès de différentes petites villes de demain. Et les miennes sont notamment situées dans la région PACA, mais j'en ai une dans les Vosges aussi. Et voilà. Donc, représentant des AMO ce soir, en tout cas. Ok, merci beaucoup. Et puis, on accueillera bien sûr au fil de l'eau ceux qui ne sont pas pu se connecter encore à cette heure-ci. Donc, ce que je vous propose, c'est que, voilà, Olivier va nous, en complicité avec Emmanuel, mais je crois qu'Emmanuel avait des contraintes, donc voilà, on va structurer un peu la trame de l'expérience d'Épinal et on va interagir au fil de l'eau. Si vous avez une question qui se présente, n'hésitez pas à lever la main, là, la petite main. Sinon j'irai à la pêche pour prendre vos... On peut quand même, Corentin, vous remettez la carte précédente, s'il vous plaît, la slide précédente. Voilà, je la garde moi en mémoire. Alors, Olivier, première chose, merci de nous structurer cette trame d'expérience. On parlait de problématiques. On a dessiné cette question-là déjà avec Frémin Merlebach, Maya était là, d'autres professionnels. Que pourriez-vous vous dire sur cette problématique d'attractivité à Saint-Dié-des-Vosges, telle que vous l'avez vécue, telle que vous la vivez aujourd'hui? Alors, du coup, pour le coup, je vais quand même me présenter de façon un peu plus détaillée que tout à l'heure pour expliquer un petit peu le parcours et comment on en est arrivé là. Donc, moi, je suis directeur du pôle attractivité du territoire de l'agglomération depuis septembre 2020, date à laquelle on s'est réorganisé. Et initialement, là, moi, je suis arrivé à l'agglomération en tant que directeur du programme Action Cœur de Ville. On a rapidement enrichi avec une démarche à destination de nos bourgs-centres. Alors, Raon-l'Étape était identifié, donc qui est la seconde commune de l'agglomération, était identifié dans les bourgs-centres par le département et les services de l'État. Mais pour autant, alors je ne sais pas si on peut mettre la carte que je vous avais, enfin une des cartes que je vous avais envoyées. L'agglomération, elle représente aujourd'hui 77 communes et ça nous paraissait, nous, à l'échelle du service, un peu déséquilibré d'avoir la ville-centre. On va laisser Corentin la carte. Corentin, ouais. C'est bon? Voilà. D'avoir uniquement donc Saint-Dié-des-Vosges qui est la ville-centre qui pour le coup, alors sur cette carte c'est le gros rond que vous voyez au milieu et qui se situe au centre, y compris géographique de l'agglomération. D'avoir donc uniquement Saint-Dié plus Raon-l'Étape qui se situe c'est la ville qui est la plus au nord, d'avoir que ces villes-là comme identifiées comme on va dire pôle structurant ou bourg structurant. Donc la démarche qu'on a tout de suite mise en place fin 2018, c'est d'avoir une démarche à destination de ces communes-là qui rentrait bien dans des dispositifs très identifiés auprès des services de l'État, mais de le doubler par un dispositif interne d'accompagnement. Donc il n'y a pas de financement particulier, mais c'est plus l'agglomération qui mutualise son ingénierie à destination des communes, on va dire qu'on peut appeler pôles secondaires ou nous on les a appelés bourgs-centres,
qui forment en fait le maillage territorial et à l'échelle de l'agglomération. Donc schématiquement, on avait une commune qui est au sud, qui est Fraise, une commune qui est plutôt sur la partie ouest, qui est Corsu, etc. Donc aujourd'hui, on a 6 bourgs-centres qui maillent complètement l'agglomération et qui nous paraissaient très importants, et d'un point de vue de fonctionnement, puisque c'est fonctionnement territorial, puisque c'est des communes qui, elles, ont un rôle de centralité à leur échelle, hein. Fraise, c'est 3000 habitants, mais par contre, ça draine une population de, en gros, 6000 personnes, qui ne vont pas forcément toujours descendre sur Saint-Dié pour avoir leurs activités. C'est aussi une connotation et une réponse politique également, puisque l'agglomération a été créée en 2017 à l'issue de la fusion de 6 plus petites communautés de communes. Et ça nous paraissait aussi important de ce côté-là de garder cet équilibre territorial et une représentation ou un intérêt qu'on portait sur l'ensemble du territoire. Donc en 2018, moi je suis arrivé avec cette casquette Action Cœur de Ville qu'on a enrichi assez rapidement d'Habitat, on en reparlera plus tard, mais qui est mon entrée d'origine dans les collectivités territoriales. Et en 2020, on a créé le pôle attractivité du territoire, qui aujourd'hui regroupe donc le service que j'avais avant, donc, qui s'occupe de l'ensemble des communes plus de l'habitat. Et le pôle aujourd'hui comprend également le service urbanisme, le service foncier et le service développement économique. Ce qui nous permet, nous, surtout quand on est dans une phase, comme nos collègues de l'Ouest vosgien, d'élaboration d'un PLUI, H pour le coup, d'avoir une bonne partie des services qui sont concernés par le PLUIH au sein de la même structure et du même pôle, et on travaille en transversalité avec nos collègues de l'environnement, du patrimoine, etc. Alors ça, c'était notre point d'entrée. Après, si on fait un petit recul sur le volet attractivité, il a un peu, sur la notion d'attractivité, elle a assez évolué ces derniers temps. Je ne vais pas prendre un sujet de tarte à la crème en parlant du Covid, mais c'est un petit peu ça quand même. Puisqu'il y a, on va dire, il y a 50 ans, l'attractivité du territoire, pour une entreprise, c'était est-ce que je vais trouver de la main-d'œuvre et est-ce que j'ai des moyens de communication qui ne sont pas très loin, de communication, de moyens de transport logistique notamment. Et l'attractivité pour les habitants se concentrait beaucoup, de manière un petit peu caricaturale, je vais simplifier, sur le volet emploi. C'est des choses qui ont évolué petit à petit. Et en fait, on s'aperçoit, notamment depuis la période Covid, que la notion d'attractivité est aujourd'hui complètement différente sur notre territoire, puisqu'on garde bien sûr ces deux têtes de pont qui sont on va dire, l'emploi et la main-d'œuvre disponible, mais on s'aperçoit de plus en plus dans nos dynamiques et dans les constats qu'on peut faire que la notion de cadre de vie prend beaucoup plus de place qu'il y a quelques années, par exemple. Et avec toute la notion de tout ce qui va autour, il y a le cadre de vie, le volet paysager, donc sur un territoire très touristique, et le paysage à l'époque était surtout focalisé sur la partie tourisme, mais on s'aperçoit de plus en plus que les gens qui s'installent ici, parce qu'il y a un cadre de vie qui est magnifique, parce qu'il y a des paysages qui sont magnifiques, parce qu'on n'a pas la même pression, entre guillemets, qu'elle soit foncière ou psychologique que dans les métropoles. Et on a ce constat-là qu'on avait commencé à constater avant Covid et qui est largement amplifié à la suite justement on va dire de la crise sanitaire. Et c'est des choses qu'on constate aujourd'hui dans l'élaboration du PLU, les discussions qu'on a avec les habitants et les élus, on est clairement sur ce genre de dynamique-là, où aujourd'hui, on est sur un territoire attractif, il faut continuer à travailler sur les volets économiques, etc. Mais il y a ce côté, j'ai un cadre de vie, et puis si demain je dois télétravailler, je suis peut-être vachement mieux à 1 heure de Nancy qu'à 1 heure de Strasbourg, ou qu'en plein centre de Nancy ou Strasbourg. D'accord. Donc ça, Saint-Dié reste un territoire de production avec une politique publique très axée sur le cadre de vie. Ce sont vos deux leviers. Sur l'aspect production, est-ce que ce territoire de production reste territoire de production dans vos ambitions? Comment cette dimension de l'attractivité reste présente ou pas? Alors, on reste de fait un territoire de production, nécessairement moins qu'il y a 30, 40 ou 50 ans, hein, puisque pour ceux qui ne connaissent pas, on a un territoire qui est fortement marqué, qui était fortement marqué et occupé par les industries textiles, d'une part, et par les industries papetières, d'autre part. Ces deux industries qui ont connu une sévère déprise dans les années 80. Pour autant, la partie, on va dire, production industrielle en tant que telle, reste très présente aujourd'hui. Alors, elle est calibrée de façon un petit peu différente. Il y a quelques locomotives qui restent. On prend son papeterie d'Étival, par exemple, Étival Clairefontaine.
Et on garde, même s'il y a, ça fait quelques années qu'il n'y a pas une entreprise de 500 personnes qui est venue s'implanter comme ça sur le territoire. Donc, mais par contre, on garde ce volet industriel parce qu'il y a quand même pas mal de petites PME et un tissu de petites PME qui se crée et qui vit pas trop mal en ce moment, pour le coup, qui reste sur le territoire. Mais on a quelques locomotives qui ne sont pas des entreprises qui font forcément 500 personnes, mais des entreprises qui sont très pointues sur certaines thématiques, qui vendent largement à l'export et aussi bien que des entreprises allemandes, et qui pour le coup, elles, ont une problématique de main-d'œuvre pour trouver des ouvriers ou des cadres qui soient très qualifiés sur certains sujets. Alors, vous nous avez évoqué rapidement, mais on viendra tout à l'heure, hein, je souhaiterais d'ailleurs que d'autres praticiens là, nous questionnent, voire s'expriment sur globalement l'évolution de la notion d'attractivité. Si on revient sur Saint-Dié particulièrement, quels sont les grands défis que vous avez, que vous prenez à bras-le-corps en ce moment? Sur quoi vous travaillez par rapport à ça? Alors, il y a plusieurs axes. Le volet économique, je vais mettre un petit peu de côté parce que naturellement, c'est un axe sur lequel on travaille et c'est une forte demande politique. Mais c'est un axe qui existe depuis très longtemps. La spécificité qu'on a aujourd'hui et les sujets sur lesquels on travaille énormément, alors en lien avec ce que je disais juste avant, c'est justement le volet formation. Où aujourd'hui, on a un bassin d'emploi qui fait partie, qui a un des plus forts taux de chômage de la région Grand Est. Et pour autant, on a énormément d'entreprises. Alors, j'ai pris l'exemple d'une entreprise spécialisée tout à l'heure, mais ça ne marche pas que pour les entreprises spécialisées. Mais on a énormément d'entreprises qui ont des difficultés à trouver de la main-d'œuvre qui soit qualifiée. Il y a plein de raisons à ça. Nous, le parti qu'on a pris depuis quelques années, c'est de travailler justement sur ces axes sur ces formations ou sur l'offre de formation pour mettre en adéquation l'offre et la demande de qualification. Sur des exemples très concrets, on implante en centre-ville, là on inaugurera à la rentrée de septembre, l'implantation du centre de formation des apprentis de l'industrie, qui était présent sur le territoire dans une commune voisine, qui avait besoin de s'agrandir et qui va tripler sa capacité d'accueil. On a l'implantation, alors comme dans certaines autres communes, du CNAM, sur le territoire. Ça, c'est en lien avec Action Cœur de Ville, justement, où le CNAM souhaite s'implanter dans les villes moyennes pour pouvoir apporter des offres de formation dans ces villes moyennes, en lien avec les entreprises du territoire et les besoins des entreprises du territoire. Et puis, le troisième, toujours pour rester sur la formation, le troisième exemple que je peux citer, on a une entreprise spécialisée dans la joaillerie qui va s'implanter, c'est 200 personnes, et pour autant, donc il y a un bassin d'emploi où la main-d'œuvre est présente, mais nécessite des qualifications particulières. Et en fait, on s'aperçoit que même sur ce type de métier, il y a des forts besoins de qualification. Et quand on vous dit spontanément que tiens, il y a une entreprise de joaillerie qui s'implante sur Saint-Dié, bon, bah, ok, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, etc. Et en grattant un petit peu, en fait, on s'aperçoit que sur le territoire, on a plusieurs entreprises sur ce même type de secteur d'activité du luxe, entre guillemets, puisqu'au final, on va avoir 2 entreprises sur la joaillerie, une spécialisée, une qui est une filiale de LVMH, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, une qui est spécialisée sur la haute couture. Et ce qu'on souhaite faire et qu'on va travailler à partir de la rentrée en lien avec les organismes de formation, le CNAM, etc., c'est justement voir quel type de formation on peut continuer à développer pour que les formations en question se déroulent sur le territoire pour répondre aux besoins de ces entreprises-là. Donc ça, c'est vraiment un axe fort qu'on a en parallèle de l'axe développement économique, accueillir des entreprises, qui reste très classique. C'est-à-dire que vous travaillez à mettre en lien ou à faire projet entre entreprises, acteurs de formation, pour véritablement faire quelque chose de très vivant en termes de projet de formation, projet territorial des formations. Il y a quelque chose que vous animez là entre les acteurs de la formation, les entreprises. Oui, alors la communauté d'agglomération, elle a pas la compétence formation en propre, hein, qui est une compétence de la région. Pour autant, nous, notre rôle aujourd'hui, c'est un rôle de facilitateur, c'est de mettre les entreprises, les différents acteurs autour de la table, voilà. justement pour créer des offres de formation qui correspondent. Et autant certaines formations, alors je vais être un peu dans la caricature, mais volontairement, un CAP de tourneur-fraiseur, le CFAI, il pourra le faire sans problème, ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Par contre, une formation de tourneur-fraiseur en lien avec la bijouterie, bah, ça ne rentre pas dans une case préétablie.
Et pour le coup, Voilà. c'est là, nous, notre travail de mettre différents acteurs autour de la table, de voir comment est-ce que ces types de formations peuvent être mis en place. Et nous, on a ce rôle de facilitateur pour mettre les gens autour de la table. On peut avoir le rôle de facilitateur pour aller un petit peu plus loin sur des mises à disposition de terrain, de bâtiments et des choses comme ça. Mais ce n'est pas nous qui allons monter la formation et faire certifier la formation en tant que telle, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est une des évolutions un peu des rôles sur lesquels se positionnent aujourd'hui les collectivités. On aura l'occasion de revenir et certainement de faire un point spécifiquement là-dessus parce que beaucoup de territoires du sillon sortent cette question et cette problématique de l'offre de formation adaptée, comment faire travailler ensemble les acteurs, etc. Voilà, on a 5-6 territoires qui sont des territoires de production et qui ont cette même problématique. Je ne sais pas, Bertrand, ou Anne, si sur ces questions-là, à Neufchâteau, j'imagine, vous avez aussi, vous engagez aussi sur des questions de ce type-là, de travailler l'offre de formation sur votre territoire? Pas forcément au même niveau que Saint-Dié, mais oui, quelque part. Alors, nous, on a la chance d'avoir effectivement déjà dans notre secteur de prédilection, qui est l'ameublement, des centres de formation assez pointus, reconnus au niveau national. Mais voilà, nous, on est parti sur justement sur l'accompagnement des étudiants qui sortent de ces formations pour essayer de les implanter sur le territoire. C'est le projet d'atelier bois partagé qui, en gros, est une brique des services que peuvent rendre un territoire qui manquait parce que, effectivement, les jeunes qui viennent un peu partout en France pour apprendre le métier de l'ameublement, derrière, après, pour s'installer à son compte, c'est compliqué et il ne se voit pas forcément intégrer une entreprise locale qui propose des salaires pas très rémunérateurs, parfois des carrières pas forcément intéressantes. Donc, eux, ils se voient plutôt dans une démarche en solo, quoi, on va dire. Et donc, voilà, l'atelier leur permet, enfin, l'idée, c'est que l'atelier leur permette de se lancer sans avoir à avoir un investissement important au départ. Donc, oui, quelque part, on accompagne, on va dire, le parcours pour la création d'entreprise. Parce que la problématique qu'on a, nous, dans notre secteur de l'ameublement, c'est qu'on n'a pas de renouvellement des entreprises du secteur. On vit sur un stock qui se réduit d'année en année. On a des entreprises qui ont plus de 150 ans, mais des jeunes, on en a très peu. Parce que c'est un secteur où il faut énormément d'expérience accumulée et puis voilà, il y a aussi du matériel, enfin bon, des investissements à faire. Donc c'est compliqué de créer une nouvelle entreprise dans le secteur-là, et pourtant il y a un besoin, quoi. Et il y a des envies. Donc notre Merci, c'est d'accompagner. ouais. Voilà. Merci en tout cas. Oui, Anne, vous vouliez compléter peut-être? Oui, juste sur le volet sur lequel on a réalisé au niveau du diagnostic du territoire et par rapport au manque de formation justement des jeunes, hein, où on se rend compte que le niveau d'études ne correspond pas du tout aux besoins que peuvent avoir les entreprises. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui recherchent des spécialisations, alors dans le meuble, dans les entreprises de logistique et de transport. Donc, il y a l'emploi, mais on n'a pas forcément les habitants du territoire, les jeunes du territoire, par manque de qualification, qui peuvent répondre à ces besoins. Donc, on ne pérennise pas nos habitants. Et on a un problème d'un autre côté de trouver des gens avec une spécificité. Alors, on voit malgré tout une évolution des qualifications, hein, parce qu'il y a sur le territoire, on avait majoritairement des gens avec uniquement un niveau d'études de type BEPC. On a de plus en plus des filières avec des bacs professionnels, voire au-delà. Mais c'est encore long dans le monde rural de trouver une qualification et de pouvoir répondre aussi à des besoins d'entreprise en termes d'emploi. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, sur le secteur
Remiremont, je crois, c'est sur Eloi, où le transporteur Maufray met en place son centre de formation transport et logistique. Voilà, il y a aussi des réponses privées à ces besoins de formation. Mais voilà, dans l'Ouest vosgien, on a cette problématique-là de qualification. Merci en tout cas. Oui. Pardon, c'est juste pour répondre. Allez-y, Olivier. On peut avoir on a le même type de sujet sur une grande partie des formations. Après, là où ce dont on est conscient aussi, c'est qu'il y a un gros travail de pédagogie qui peut être à faire avec les habitants on va dire, des communes les plus rurales des fois. Je prenais l'exemple tout à l'heure du textile, l'industrie textile qui était très, très présente pour ce que nous on appelle des fonds de vallée. Hein. Ça n'est pas qu'une expression, c'est un fait géographique. Beaucoup de ces entreprises étaient très paternalistes à l'époque et en gros, si je prends l'exemple de la commune de Fraise, à Fraise, vous aviez l'usine qui vous payait votre appartement, il y avait le médecin, il y avait la crèche, il y avait tous les marchands qui vont bien. C'est pas dans la culture des gens d'aller chercher forcément très loin, enfin de ces personnes-là, d'aller forcément chercher très loin une formation, etc. Et là, on a un gros travail de pédagogie, de sociologie, tout ce qu'on veut à faire, justement pour ramener ces gens-là. C'est pas juste de faire une injonction en disant on met une formation, allez vous former. Quoi. Ok, en tout cas, je mets cette question de côté parce que je pense qu'il y a un vrai travail à refaire. Frémin-Merlebach se pose ces questions, Pompée a des hypothèses aussi d'action dans ce domaine-là, tous les d'autres. Donc voilà, on va mettre ça de côté. Je pense que ça sera un vrai sujet. Marin, vous vouliez intervenir à ce stade-là? Peut-être vous situer rapidement de quel Comcom vous parlez? Donc moi, je vais parler pour une communauté de communes qui n'est pas dans le Grand Est, qui est en Normandie, dans le Haut-la-Normandie, sur le littoral. Donc le nom de la communauté de communes, c'est la communauté de communes de la Côte d'Albâtre. Donc en fait, moi, je travaille un petit peu autour de l'alimentaire, mais je me pose la question suivante. On parle beaucoup d'attractivité, d'attirer des entreprises, de gains financiers, etc. Et en même temps, je pense que c'est pareil pour vous, je pense que vous devez aussi parler d'économie locale et d'économie plus verte. Et je me pose la question de la taille des entreprises qu'on attire par rapport à la taille de notre territoire. Parce que moi, j'ai l'impression que personne n'y a réfléchi dans ma Comcom. Et je me permets de poser la question, parce que c'est un petit peu un débat mi-pro, mi-universitaire, de poser la question, est-ce qu'il ne faut pas choisir des entreprises qui ne sont pas trop grosses pour éviter d'avoir en fait une fausse localité, c'est-à-dire d'avoir des entreprises qui produisent, c'est vrai, local, mais qui produisent aussi à l'international. Donc en fait, par exemple, je prends l'exemple de chez nous, je suis peut-être pas très clair, désolé. On a une entreprise Pasquier qui est immense. Et donc elle produit en local, c'est vrai, mais elle produit aussi à l'international. Et du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt privilégier des entreprises plus petites pour qu'elles produisent que en local et pour qu'on ait que l'aspect d'économie locale et plus verte. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, je suis désolé pour. Je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse là-dessus, déjà. Non. Sur, moi, je peux apporter un écho d'expérience, entre guillemets. Sur le principe, je suis assez d'accord avec vous. Ce que je disais en introduction, c'est que ça fait quelques années, voire quelques dizaines d'années, qu'il n'y a pas une entreprise de 300 personnes ou 500 personnes qui s'est implantée sur le territoire. Donc, dans les faits, au moins chez nous, à Saint-Dié, c'est au moins des entreprises de petite et moyenne taille. Alors, ça pose la question de la production locale, je suis d'accord. Ça pose la question de la consommation foncière et de l'artificialisation des sols qui va avec, de savoir ce qu'on veut faire réellement. Maintenant, il reste une réalité où, une entreprise que vous n'êtes pas allé chercher, mais qui a frappé à votre porte, qui dit moi, je veux m'implanter à Saint-Dié, j'ai 200 salariés et j'ai un potentiel pour en mettre 300, c'est un peu difficile de lui dire non, en fait. Donc, je pense qu'il faut rester ouvert sur le sujet. Oui, on a l'intention d'avoir ce type d'entreprise de taille moyenne, raisonnable, etc. Pour autant, ni élus, ni agents iront dire à une entreprise, écoutez, vous êtes trop gros, on ne peut pas. Merci Olivier pour ces premiers éléments de réponse. Je pense que, je ne sais pas si Bertrand, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense que effectivement, s'il n'y a pas des entreprises comme celle-là qui sont arrivées sur nos territoires depuis bien longtemps, c'est parce que la France a subi un choc de désindustrialisation terrible depuis les années 80. Néanmoins, il n'y a pas eu une relocalisation de la production. Il y a eu une délocalisation essentiellement en Asie. Donc,
la tendance actuelle d'essayer de relocaliser l'industrie, elle ne passera pas que par des petites unités, parce que 200, 300 emplois, ça reste des petites unités. Hein, attention, au niveau, à l'échelle mondiale, c'est rien du tout. Vous avez des usines en Chine qui font des milliers et des milliers d'emplois. Donc, et c'est cela les concurrents de nos entreprises. Donc, il faut rester, voilà, faut rester un peu les pieds sur terre. Nous, si une entreprise de 200, 300 employés qui dit je vais m'implanter à Neufchâteau, on l'accueille à bras ouverts, évidemment. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne là sur le deuxième volet que vous avez posé en termes d'attractivité, qui est la question du cadre de vie, Olivier. Comment ça se situe? Quels sont les déterminants de cette problématique du cadre de vie sur Saint-Dié? Quelles sont les politiques publiques que vous avez engagées là-dessus? Alors, il y a une politique publique, enfin, non, il y a un levier sur lequel la politique publique ne peut pas forcément faire grand-chose, c'est la qualité paysagère du territoire. Pour le coup, qui là est un fait. Après, voilà, les actions sont menées pour préserver tout ça, etc. Ça, c'est la partie entre guillemets facile qui est un peu la vitrine du territoire. Après, la notion de cadre de vie, elle s'entend aussi au sein des communes, que ce soit des communes urbaines comme Saint-Dié, Fraise, Laurent-l'Étape, comme des communes rurales. Et aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de notre démarche de PLUIH, on est en plein dedans, entre guillemets. Sur plusieurs volets. La première, pour garder une commune, un cadre de vie ou des communes attractives, outre la partie services qui sont mis en place, il reste la qualité de l'habitat. Et pour le coup, ça, chez nous, c'est un vrai sujet, avec un nombre de logements vacants sur les centralités qui est incommensurable, surtout sur la ville-centre. Qu'on doit mettre en parallèle justement nos limitations de consommation foncière de notre côté. Donc en gros, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de développer des politiques publiques pour redonner un cadre de vie et des logements, pour inciter les propriétaires à avoir des logements qui soient attractifs pour les personnes extérieures ou pour les personnes du territoire qui souhaitent déménager, hein, parce qu'il y a les deux. Ça se matérialise par différentes politiques publiques. Alors je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant ou plus tard. On pourra en parler tout à l'heure. Là, c'était plutôt comment, en termes d'attractivité, vous diagnostiquez un peu la situation de Saint-Dié sur l'aspect cadre de vie et voilà, quels sont les défis Alors, en gros, il y a de l'amélioration. Ça, pour le coup, la réponse peut être très simple. Le cadre de vie, d'un point de vue paysager, on n'a pas grand-chose à y faire parce que pour le coup, celui-là, il est là et il est très bien. Sur le volet habitat, il y a un constat qui a été fait et partagé par les habitants de dire on a un cadre de vie, comme je viens de vous dire, qui est génial. Pour le coup, la ville de Saint-Dié, qui est une ville qui a été reconstruite après la guerre après les bombardements, les destructions de 1944, c'est une ville sur laquelle on n'a aucun aspect extérieur et qui a été fait, je vais être très caricatural, autour de la voiture. C'est plus les préoccupations des gens d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'attractivité du cadre de vie, c'est de diminuer la minéralité de la ville, c'est de revégétaliser certains espaces. Ça va essayer d'avoir des espaces apaisés et c'est d'avoir des logements qui correspondent aux besoins actuels. Alors je ne parle pas que d'économie d'énergie, hein, mais un logement avec une terrasse aujourd'hui, au centre de Saint-Dié, si vous faites ça bien, en 2 jours, il est vendu. C'est des choses qui n'existent pas, ou très peu. Ok. Alors, si on élargit un petit peu cette réflexion sur l'attractivité, et puis je demanderai peut-être aussi à Maya et Claire d'intervenir par rapport à ça, mais vous, Olivier, avec votre expérience, et peut-être Bertrand aussi, on voit bien, vous le disiez en introduction, il y a 50 ans, les questions d'attractivité ne se posaient pas de la même manière, puis aujourd'hui, ça s'accélère. Hein, on a des problématiques sociétales là qui bousculent tout à la vitesse grand V et ça passe de voilà, il y a des effets d'évolution très fortes. On a des typologies de population qui sont différentes. Sur quoi vous vous fondez? Comment vous organisez pour être au plus proche de ces évolutions, de ces perceptions, de ces attentes, que ce soit des habitants et des différentes typologies sur Saint-Dié et ceux qui pourraient être intéressés par ce territoire. Comment vous essayez de construire le futur
non pas sur une vision du passé proche ou du présent, mais sur des déterminants un peu projetés. Comment vous abordez ça? Alors, je vais répondre en deux temps, en fait. Sur le volet habitant, j'allais dire, il suffit d'être à l'écoute des habitants, c'est un bien grand mot. Mais il faut savoir aussi associer les habitants à certaines étapes. Alors, je ne dis pas qu'il faut les associer partout, tout le temps, et faire de la concertation pour dire super, j'ai fait de la concertation. Mais à certaines périodes clés ou certains moments qui sont un peu charnières dans la définition de politique publique, de savoir associer les habitants, les écouter, d'entendre leur souhait. Ça ne veut pas forcément dire qu'on fera tout ce qu'ils vont pouvoir dire, mais c'est au moins de pouvoir les écouter, les mettre en perspective et puis développer nos politiques publiques en fonction de ça. C'est clairement ce qui est fait aujourd'hui, et Neuchâteau pourra en parler autant que moi, je pense, sur les politiques petites villes de demain, tout comme Action Cœur de Ville quand on l'a construite. Pour la partie attirer des habitants, parce que c'est un peu le sens de la deuxième question, le deuxième sens de la question plutôt, c'est des choses qu'on est en train de construire. Il y a une partie des personnes extérieures qui arrivent entre guillemets toutes seules. Alors, je crois que vous avez envoyé une carte avec un isochrone qui est assez intéressant. Ça pourrait être intéressant de l'afficher si vous l'avez. Des personnes qui sont à une durée relativement limitée de notre territoire, qui sont à 20 minutes, voire 1 heure, que sont Nancy et Strasbourg. C'est des personnes qui peuvent connaître le territoire. Alors, c'est ce qui est affiché là. Ce que vous avez en bleu, le bleu le plus clair, c'est l'isochrone 1 heure autour de. Alors, on a pris Saint-Dié-des-Vosges parce que c'est la ville centrale. Mais voilà, à 1 heure de Saint-Dié, en voiture, vous arrivez à Nancy et vous arrivez aux portes de Strasbourg. Sachant que vous pouvez faire un petit peu moins avec le train. Donc ces habitants qui sont dans ces rayons-là, c'est les habitants qui arrivent des fois, entre guillemets, tout seuls parce qu'ils connaissent le territoire, ils connaissent l'attractivité du territoire et ils ont une évolution dans leur réflexion de dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas la peine d'habiter en plein centre de Nancy, mais si je fais du télétravail 2 jours par semaine, que j'ai une ligne de train qui m'emmène en 53 minutes à Nancy, et ben, je peux habiter sur un territoire où je serai beaucoup plus au calme, où l'habitat sera vachement moins cher, pour être très familier, et où j'aurai une qualité de vie qui sera complètement différente. Ça, ces habitants-là viennent relativement spontanément, on ne va pas encore les chercher. Ce qu'on va construire dans les mois et années à venir, justement, c'est une démarche de marketing. Voilà. On va l'appeler marketing territorial pour avoir un terme un peu techno. Mais ça reste ce marketing territorial-là qui nous permettra d'aller chercher d'autres habitants ou d'autres typologies d'habitants sur des communes qui sont peut-être un peu plus éloignées. C'est aussi une démarche qu'on peut mener, enfin qu'on va mener, qui est dans les cartons pour l'instant, en lien avec les entreprises du territoire. L'idée, je parlais tout à l'heure d'entreprises qui avaient du mal à attirer des fois des cadres qui soient qualifiés, entre guillemets. Quelqu'un qui vient de relativement loin passer un entretien dans une entreprise de haut niveau pour un poste assez pointu, il vient rarement tout seul. Il vient souvent avec son conjoint ou sa conjointe. Et bah, pendant que monsieur ou madame passe l'entretien, l'autre va faire un tour du territoire, voir est-ce qu'il y a une crèche pour garder les enfants, quel est le cadre de vie, etc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas accompagné et sur lequel nous, on souhaite travailler, parce que quelqu'un qui se fait une mauvaise image du territoire, enfin, un conjoint, celui qui ne passe pas l'entretien pour le coup, qui se fait une mauvaise image du territoire en disant bah écoute, pendant l'heure où tu as passé ton entretien, bah, j'ai pas vu une école, j'ai pas vu une crèche, il n'y a pas de service, il n'y a pas de commerce, etc. Même si l'entretien s'est vachement bien passé, bah, derrière ça va être un petit peu compliqué. Donc nous, ce qu'on souhaiterait mettre en place, alors c'est pas tout seul, mais ce qu'on souhaiterait mettre en place, c'est un travail avec les entreprises pour faire entre guillemets la promotion du territoire, voire pour prendre en charge le conjoint dont je parlais tout à l'heure, en disant bah voilà, pendant la durée de l'entretien, on le prend en charge et on l'emmène sur des lieux qui peuvent être importants pour lui, pour qu'il puisse sentir ou s'approprier le territoire ou identifier notre territoire, en tout cas comme un territoire sur lequel il pourra se sentir bien et il pourra mener sa vie comme il l'entend, avec ses enfants, etc. Alors, à ce stade-là, je ne sais pas si Martin, Maya ou Claire ou d'autres, ou Capucine, Juan, auraient matière à questionner ou à apporter des éléments d'interaction à ce qui vient d'être abordé. Pardon. Oui, Anne. Oui, moi je me permets d'intervenir parce qu'effectivement, par rapport à ce que dit monsieur Thiel,
même si le paysage sur l'ouest vosgien n'est pas le même que sur le secteur de Saint-Dié, mais il a également son charme tout à fait. Et on se rend compte que la vision des personnes extérieures, alors je ne parle pas des touristes, mais des personnes qui sont venues s'implanter, alors là aussi sur l'effet Covid, dans une moindre mesure, je pense que sur Saint-Dié, mais sur le centre de Neufchâteau, avec son attrait historique, on a des personnes extérieures qui sont venues et ils ont une vision complètement optimiste. C'est des gens qui font du bien, je veux dire, au moral, parce qu'ils ont une vision de notre territoire que n'ont plus forcément des gens qui habitent depuis toujours. Et des gens qui, depuis toujours, ont subi, nous, la crise économique avec la problématique des industries de l'ameublement, comme sur Saint-Dié, sur l'industrie textile. Et ces personnes extérieures nous amènent un autre regard. Et je trouve que ça, c'est très important en termes de pouvoir rebondir, de pouvoir, comment dire, apporter de l'eau à notre moulin et faire, comment dire, rendre attractif notre territoire, y compris pour nos habitants. En termes de cadre de vie, et ça, je trouve ça très, très important dans le cadre d'une stratégie d'aménagement de centre-bourg. Parce qu'effectivement, c'est, comme l'a dit M. Thiel, et sont finies les époques où on minéralisait tout, mais également l'histoire du cadre de vie passe également sur le volet animation, sur le volet des liaisons douces, des liaisons piétonnes dans les cœurs de ville, qui ont leur importance pour que les gens qui habitent sur le territoire redécouvrent. Moi, j'en ai fait un peu un enjeu principalement sur Neufchâteau, un peu moins sur Châtenois, mais les gens du territoire ont vraiment besoin de réaccaparer ce territoire-là. Mais je vais laisser peut-être Bertrand intervenir sur le volet marketing territorial, les éléments qui ont été déjà faits sur l'Ouest vosgien. Quand même une question, Anne, ou Bertrand d'ailleurs, une question. Est-ce à dire que les personnes qui arrivent là sont des nouvelles générations qui ont un regard aussi un peu différent sur le territoire? Pas forcément. Pas forcément. On a des actifs, des citadins actifs qui sont venus, qui ont trouvé, qui ont été quand même assez intéressés par les bas prix de l'immobilier. Et d'un autre côté, le côté attractif bon, si je parle de Neufchâteau, le volet patrimonial, historique de petites villes. Et on a également des retraités, des gens qui sont venus une fois visiter et se sont dit, on aimerait bien venir là au calme, mais voilà, c'est des gens citadins, voilà, jeunes actifs et retraités. Oui, ouais. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Maya, peut-être? Et moi, j'ai une question, du coup, effectivement, sur la question. Donc, Olivier, vous nous avez parlé des. Bonjour au passage. Bonjour. Vous nous avez parlé sur la question cadre de vie des documents stratégiques, en fait, PLUI et H, enfin PLUI-H. Mais du coup, d'un point de vue opérationnel, comment est-ce que vous vous êtes organisé ou structuré, en fait, pour mettre en œuvre des actions concrètes sur les 3 sujets là, que vous avez identifiés, qui en fait relèvent d'une forme de transversalité entre des compétences communales, intercommunales, enfin voilà, comment est-ce que vous avez réussi ou pas cranter sur la partie opérationnelle de la déclinaison de ces documents stratégiques, quoi. Merci Maya, parce que là, ça permet de basculer sur le 3e point, c'est effectivement comment vous maillez toutes ces démarches, toutes ces dynamiques, toutes ces appels à projets dans une mise en œuvre opérationnelle de votre politique et de vos actions, vos projets. Alors, en fait, on a une chance ou un inconvénient. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'agglomération a été créée en 2017.
issu de la fusion de 6 petites ou moyennes communautés de communes. De documents stratégiques aujourd'hui arrêtés, on n'en a pas. Le choix qui a été fait par les élus en 2017, c'était de se lancer dans la structuration d'un PLUI-H, donc du coup en ayant le volet habitat intégré au PLUI, en partant du principe que c'est ça qui ferait le document cadre de la communauté d'agglomération. Alors, pour différentes raisons, dont la partie Covid qui nous a fait durer un petit peu le plaisir, aujourd'hui, on n'a toujours pas ce document qui est arrêté. Pour autant, moi, quand j'étais recruté sur Action Cœur de Ville, c'était bien pour avoir un volet opérationnel aussi. Donc, en fait, on s'est servi du diagnostic Action Cœur de Ville, du diagnostic revitalisation des bourgs-centres de Raon-l'Étape notamment, pour lancer nos premières actions opérationnelles derrière, puisqu'on avait la chance, c'est là où on fait le lien avec la partie appel à projet, d'avoir ces deux dispositifs-là qui nous obligeaient, avant d'avoir un document cadre stratégique, document de planification, de pouvoir engager des phases opérationnelles très rapidement. Le choix qui a été fait par les élus de l'agglomération, qui est toujours valable aujourd'hui d'ailleurs, sur ces dispositifs et sur d'autres, c'est de dire la communauté d'agglomération porte l'ingénierie, et les communes derrière portent la partie opérationnelle, financement des investissements. Ce qui nous permet, nous, d'avoir une très bonne articulation avec nos communes, pour répondre à votre question. Oui, effectivement, l'attractivité du centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges, l'attractivité ou la redynamisation de Raon-l'Étape ou des autres petites villes de demain l'année prochaine, se font nécessairement en lien entre la communauté d'agglomération, l'ingénierie qui est fournie par la communauté d'agglomération et les élus des communes. Après, ce que je disais à Madame Guida quand on préparait cet entretien-là, moi j'ai un profil où j'aime pas forcément toujours faire exactement comme les autres et rentrer dans les cases qui sont forcément préétablies. Donc nous, aujourd'hui, on essaye de proposer systématiquement avec mon service. Donc aujourd'hui, on est 6 personnes dans mon service, avec des profils assez variés et pluridisciplinaires pour le coup, de ne pas se spécialiser l'un ou l'autre sur l'un des sujets, après chacun a ses compétences propres, mais de pouvoir travailler tous en transversalité justement, et en formant des groupes de travail qui peuvent être assez agiles. Alors, ce n'est pas que dans mon service, hein, on peut l'étendre à d'autres services comme le service environnement par exemple, avec lequel on travaille très bien. Mais moi j'ai fait le choix en tant que directeur de ne pas forcément sectoriser toutes les missions en ayant un chargé de mission X, un chargé de mission Y, qui travaillent chacun sur leur sujet, mais d'avoir plutôt des groupes qui sont assez agiles et qui sont capables de travailler sur différents sujets à la fois. Alors, il y a un sujet qui est d'actualité, et pour le coup, on a pris un petit peu le contre-pied de ce que proposaient les services de l'État, qui est la démarche qui a été lancée sur le département des Vosges, de la démarche sur le bâti dégradé. Puisque les services de l'État, et merci à eux, ont proposé de financer, alors je n'ai plus le chiffre exact en tête, c'est une dizaine de postes de chargés de mission bâti dégradé sur le territoire vosgien, partant du constat que c'était un sujet qui concernait tous les territoires. Moi, ce que j'ai proposé à mes élus, ce qui a été accepté, c'est de ne pas forcément solliciter le financement de l'État qui était conditionné uniquement au recrutement d'un chargé de mission, mais de monter de manière un petit peu expérimentale sur le territoire avec les compétences qu'on avait à l'interne, une sorte de groupe de travail, on peut l'appeler comme ça, ou un petit pool petit dégradé, pour travailler de manière expérimentale sur 5 communes et voir comment ça pouvait prendre, quitte éventuellement à recruter quelqu'un derrière. C'est ce qu'on a commencé à faire, qui marche plutôt bien. Donc moi j'ai une personne qui est plutôt spécialisée sur le volet juridique parce qu'il peut y avoir des procédures assez lourdes. J'ai une personne qui a une formation d'architecte, j'ai une personne qui suit les communes dans le cadre de l'attribution des fonds de concours. Et ces personnes-là travaillent ensemble pour développer ce projet-là. Et c'est un peu le choix que moi j'ai fait là et qu'on fait régulièrement, de dire bah oui, effectivement, il y a une super opportunité de dire on nous finance la moitié d'un poste, mais concrètement, déjà, alors mon diagnostic de gestion était passé, donc il fallait repasser mon diagnostic de gestion derrière avec un poste en plus, ce qui n'était pas forcément le truc le plus facile à faire. Et puis, je n'étais pas nécessairement pour créer un poste en plus parce que c'est un financement qui tombait entre guillemets tout seul. On a plein de fer au feu, je vais y arriver. Aujourd'hui, entre notre PLUIH, la démarche Action Cœur de Ville, la démarche Petite Ville de demain, les déclinaisons opérationnelles sur des OPA RU, des PIG, etc. Je ne voulais pas relancer un nouveau chantier complètement avec une nouvelle personne, mais plutôt me baser sur les compétences existantes.
Je ne sais pas si ça répond à votre question, c'était un petit peu long pour nous. Partie, mais du coup, j'aimerais la pousser un tout petit peu, si je suis autorisée. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a Claire qui a levé la main après, mais continuez, Maya. Du coup, ma question, c'est, vous indiquiez effectivement, enfin, je pense qu'on fait tous ce même constat, que l'attractivité renouvelée, en tout cas de ces territoires, de nos territoires, c'est vraiment la question d'une forme de, comment dire, de mise en œuvre, certes d'un habitat de qualité avec des espaces extérieurs, des nouvelles aménités, etc., mais qui se branche sur un espace urbain qui est retravaillé, qui est apaisé, qui est plus minéralisé, qui se branche lui-même sur des activités, des entreprises, des formations, enfin voilà, on ne refait pas le sujet. Le tout donc sur effectivement des choses qui relèvent des compétences communales, avec un mode de fonctionnement. Vous parliez du fait que l'opérationnel était géré par les communes. Du coup, je n'ai pas exactement dit ça. Les communes sont les financeurs de la partie opérationnelle, typiquement sur une OPA-RU sur le centre-ville, c'est bien la ville qui finance. Par contre, toute l'ingénierie est portée par l'agglomération. Mais du coup, mais du coup, il y a quand même une grande part dans les arbitrages qui sont faits, qui relèvent de financement des collectivités. Oui. La question, en fait, que je vous pose, pour être pragmatique, c'est l'habitat, ce que vous portez, vous, en compétence, enfin, pour essayer en tout cas de clarifier ma question. Ouais. Que vous portez en compétence interco, qui est donc l'habitat. Est-ce que votre habitat requalifié, sorti de la vacance, etc., de qualité, parce que on imagine que c'est comme ça qu'il sort, se branche sur un espace public renouvelé, déminéralisé, sur lesquels les mobilités sont apaisées? Progressivement, oui. Je ne peux pas faire une réponse franche parce que tout ne peut pas se faire d'un coup chez nous, pour moi chez nous. Entre autres pour des questions de moyens des communes, parce que, comme je disais, c'est bien les communes qui portent certains investissements et elles n'ont pas tous une surface financière énorme. Aujourd'hui, quand on a un document cadre, typiquement sur Action Cœur de Ville ou sur Petite Ville de demain, partie Raon l'étape, dans ce cadre-là, oui, les investissements se font progressivement. Et pour répondre à votre question, oui, on a cette approche transversale, si c'est ça la question. Non, ce n'est pas tant l'approche transversale, c'est du coup derrière, quels sont pour vous les facteurs clés de succès qui permettent ça? Parce qu'il y a beaucoup de territoires qui sont bloqués en fait à ce moment-là. Alors, je parle pas du... La stratégie qui est OK, qui est bien construite et partagée, et puis l'opérationnel qui en fait ne se déroule, l'économie part dans un sens, bref, les mobilités dans un autre, et en fait tout ça ne se recroise pas sur le territoire, quoi. Eh ben, je vais vous faire une réponse qui n'est pas une réponse de Normand, mais qui est une réponse un peu particulière. Alors, je ne parle pas du volet moyens financiers des communes, ça c'est un autre sujet. Mais en fait, il suffit que les gens se parlent. Et ça ne marche pas toujours. Donc, comment est-ce que vous êtes structuré pour que les gens se parlent? Comment ça se fait que ça se parle? Alors moi, j'ai la chance d'avoir un service avec des gens qui sont, ce que je disais tout à l'heure, qui sont pluridisciplinaires et qui arrivent à aborder les différents sujets. Après, chez nous, les différents services qui sont associés, on prenait l'exemple de la mobilité tout à l'heure, la personne de la mobilité, elle est associée à la plupart des décisions qui peuvent rentrer sur une petite ville de demain ou un dispositif Action Cœur de Ville. Maintenant, je vous le dis clairement, ça ne marche pas toujours. Ça dépend énormément de la bonne volonté des gens, techniciens comme élus. Et on est à 4, je ne vais pas dire à 80%, c'est un peu fort, mais oui, on est beaucoup sur le côté humain, clairement. D'accord. C'est pas une réponse technique, je suis désolé, mais ça reste une réalité. Non, ça confirme plein de choses par ailleurs. Et puis, peut-être que, enfin, en tout cas pour moi, dans ce que j'en vois, c'est que ça peut marcher. On se posait tout à l'heure la question de la taille des entreprises. Se pose aussi sur ces aspects de transversalité la taille en fait des superstructures là qui finissent par s'emboîter et gérer ça avec parfois voilà, plus de blocage que de facilitation, quoi. Après, quand j'insiste sur le côté humain, c'est moi, ma philosophie par rapport aux élus, c'est de dire bon, moi, je suis payé pour proposer des choses. Après, c'est vous qui disposez, qui décidez, mais je propose, vous écoutez la proposition. Clairement, si on a un élu en face qui est extrêmement fermé, qui ne veut surtout pas écouter la moindre proposition, ça va être compliqué. Aujourd'hui, j'ai peut-être un alignement de planète depuis quelques années qui fait que les élus écoutent les propositions, amendent, disent oui, disent non, hein, parce qu'ils peuvent dire non, c'est pas le sujet. Mais la superstructure-là dont vous parlez, il faut que tous ces élus-là restent relativement proches de la superstructure en question. Aujourd'hui, les élus dont on parle, ce pas des élus qui sont éloignés de l'agglomération, c'est des élus qui sont assez proches de l'agglomération, qui savent comment fonctionne l'agglomération. C'est peut-être la chance d'avoir une agglomération qui est jeune.
Je dirais peut-être pas ça dans 20 ans où tout aura changé, etc. D'accord, donc on voit déjà que dans cette interaction, on initie cette question de transformation, d'évolution des pratiques. Vous aviez quand même, Olivier, précisé d'entrée de jeu que vous avez organisé un service en pool, hein, avec une vision très déterministe du décloisonnement par une mise en pool des compétences et le fait qu'il n'y ait pas de cloisonnement non plus par les appels à projets, par les programmes, les schémas de cohérence, etc., mais que tout ça était au service d'une cohérence que le pool avait à gérer sur la réponse aux questions opérationnelles en mobilisant ses moyens. Moi, j'ai compris ça. Hein. Oui, bah, en gros c'est ça, oui. En gros, c'est ça. Bon, c'est pas toujours facile au quotidien, mais il y a quand même un peu cette impulsion. Il y a Claire qui, depuis un moment, levait la main. Désolée, du coup, Claire, je vais revenir un peu en arrière. Allez, bon, enfin, un peu en arrière, c'est pas grave, un peu en avant, un peu en arrière. On est circulaire dans notre raisonnement, c'est le monde nouveau, on est moins linéaire. Merci, merci. Oui, du coup, c'est presque plus des questions que des apports, mais je pars un peu des réflexions qu'on se pose, nous, dans le cadre du Sillon Lorrain, donc sur un territoire donc, du coup moins spécialisé, mais beaucoup plus large. Les warnings qu'on a pu avoir des agences avec lesquelles on travaille, c'est des prévisions qui nous donneraient 160 000 actifs en moins d'ici 2050 sur le territoire lorrain. Donc, c'est-à-dire que la démographie globale resterait à peu près égale, mais en termes des actifs, on aurait une très, très grosse déperdition. Ce qui nous amène à nous poser pas mal de questions, parce qu'on parlait par exemple de l'attractivité de vos territoires par rapport à d'autres villes, c'est-à-dire que oui, grâce aux portes ouvertes du Covid, il y a la possibilité de télétravailler, donc on peut plus facilement être attiré par ces territoires-là et travailler par exemple dans d'autres grosses métropoles, mais on se pose beaucoup la question de savoir si on n'a pas un intérêt de façon collective à redorer un peu l'image du territoire pour faire de l'attractivité, parce que sinon on va tous en bâtir individuellement dans chacun de nos territoires, parce que si le territoire au global n'est pas attractif, ça touche tout le monde, ce qui n'empêche pas effectivement, bien entendu, chaque commune d'avoir ses propres campagnes de marketing territorial, etc. Mais il y a, on pense en tout cas, une piste collective à jouer, parce que quand on parle un peu aux différentes structures de recrutement, etc., ce qu'ils nous disent, c'est que malheureusement, quand il y a des offres de postes qui sont ouvertes, le Grand Est n'est même pas coché dans les régions en fait, dans lesquelles on regarde ces offres. Donc, de facto, même si vous avez un territoire ultra attractif, un poste super intéressant, etc., ces cadres, ces gens formés ne verront même pas l'offre. Donc, on pense, nous, et vous me direz si vous avez une envie de travailler là-dessus, qu'on pourrait construire une image un peu nouvelle de ce territoire et de nos objectifs pour faire de l'attractivité au global. Ça, c'est Oui, allez-y, Claire, continuez. Et j'en ai une deuxième, et promis, après, je rends la parole. Non. On se pose aussi beaucoup la question de l'attractivité. Pourquoi, pour qui? C'est-à-dire que l'attractivité, c'est évidemment le cœur du sujet, mais qui veut-on attirer? C'est-à-dire qui est-ce qu'on vise? Est-ce qu'on vise une certaine tranche d'âge? Est-ce qu'on vise un certain niveau d'éducation? C'est toujours mieux de définir à qui on parle. Et si on prend en compte cette question-là, qu'est-ce qui a été fait dans vos territoires pour un peu la compréhension on va dire, de l'adéquation entre les stratégies d'attractivité et les questions de la sociologie et des nouvelles générations qui sont assez différentes, je dirais, en termes d'attente de leur cadre vie, de leur cadre de travail par rapport aux plus anciennes générations, et je m'inclus dedans. Voilà, donc 2 questions, je rends la parole. Merci Claire, avant que Olivier ne réponde là pour qu'il structure, je demanderai à ce que Martin peut-être, Capucine, Marin peut-être, en tant que jeune praticien, pour certains extérieurs à la Lorraine, comment et au Grand Est, quel regard vous posez, vous, par rapport à la deuxième question que posait Claire. Voilà, sur ces 2 questions, Olivier, puis peut-être que Neuchâteau aura aussi des éléments à apporter. Alors, sur la question de l'attractivité globale, je ne vois pas trop comment on peut répondre non. Donc oui, bien sûr. Après, c'est peut-être la soupe interne du Sillon Lorrain et des différents territoires de se dire, OK, on fait une démarche globale attractivité Sillon Lorrain. Maintenant, le Sillon Lorrain, c'est Nancy, Metz, Thionville, Épinal.
et une branche à Saint-Dié, on va dire. Il ne faut pas non plus retourner. Enfin, il faut savoir gérer derrière la concurrence entre ces différents territoires qui sont quand même relativement différents, avec des territoires qui sont très métropolitains et des territoires plutôt sur la partie sud qui sont des territoires ruraux ou semi-ruraux. C'est un avis personnel, hein, c'est un avis purement personnel. Donc, sur l'attractivité globale, oui, bien sûr. Après, attention à voir comment on la gère et comment est-ce qu'on gère cette dynamique qui est quand même en œuvre depuis 25 ans, on va dire, de beaucoup de choses pour les métropoles. C'est juste un point de vigilance. Après, pardon? Complètement. Je comprends tout à fait le point et je le note complètement. Après, sur la deuxième partie de la question, je suis un peu plus en peine de vous répondre. Attractivité, pourquoi? C'est conserver un niveau de dynamisme du territoire, ça, là, il n'y a pas photo. À titre d'info, nous, dans le cadre de notre PLU IH, si on suivait comment dire, la loi normale de l'INSEE, aujourd'hui, on est 75 000 habitants. En gros, on devrait arriver à l'horizon 2035 à 68 ou 69 000. Si rien n'était fait et qu'on suivait les statistiques de base. Le choix qui a été fait par les élus aujourd'hui, au moins en termes d'objectifs, c'est un maintien de la population à l'horizon 2035. Alors certains disent, ouais, bah, maintien de la population comme aujourd'hui, c'est pas ambitieux. Sauf quand on regarde un petit peu, c'est comme si on faisait plus 6 000. Donc il faut trouver les moyens qui sont derrière. Après, on est en train de construire justement le qui attirer et comment. C'est aujourd'hui difficile de sélectionner concrètement qui on va attirer, puisque si on cherche aujourd'hui, c'est assez diversifié en fait, parce qu'on peut avoir dans les personnes qui viennent aujourd'hui des personnes qui sont en début de retraite, qui ont certains moyens et qui veulent se mettre au vert en gros. L'idéal aujourd'hui pour tout le monde, tous les élus dans l'inconscient collectif, c'est de dire bah oui, il faut qu'on attire des jeunes, des familles, etc. Mais ça veut aussi dire que dans les années à venir, il faut qu'on soit en capacité de mettre en place tous les équipements qui vont bien en termes de garde d'enfants, d'école, etc. Et c'est des choses qu'il faut anticiper et en interne chez nous et avec différents services de l'État, dont l'éducation nationale, hein, parce que si l'éducation nationale se base sur les statistiques, et ben, ils disent à l'horizon 10 ans, il faut fermer X écoles. Bah, il faut aujourd'hui qu'on arrive à les convaincre que tout ce qu'on va mettre en place, c'est de dire bah oui, mais nous, on va réattirer des ménages relativement jeunes et donc des enfants, donc il ne faudra pas trop ouvrir des écoles. Donc c'est vraiment une approche globale qu'il faut avoir. D'accord, merci. Merci. Est-ce que sur Neuchâteau, vous avez une vision complémentaire sur ces deux questions de Claire, l'attractivité globale et puis les cibles? Alors l'attractivité globale, il y avait la question qui était en corollaire, qui était du marketing territorial et de l'image que le Grand Est en général, la Lorraine en particulier, a au niveau national, qui est pas terrible, hein, on le sait tous. Le marketing territorial, oui, c'est important, il faut le faire. Nous, on va engager une discussion et des choses avec le conseil départemental, puisque il me semble que voilà, la marque Je bois la vie en Vosges, qui a été mise en place par le conseil départemental, est assez pertinente. Donc voilà, plutôt sur le territoire Vosges, qui a, je pense, a une connotation plutôt positive chez les Français. Après, l'attractivité, oui, comme moi je rejoins ce que disait Olivier Thiel, hein, l'attractivité, on en a besoin, mais encore faut-il bien accueillir les populations qui arrivent. Alors, elles n'arrivent pas en grand nombre, donc c'est notre chance. On aimerait bien qu'elles arrivent, mais enfin, quand elles sont là, après, ça pose d'autres problèmes, parce qu'effectivement, il faut les accueillir. Et on a déjà des problématiques importantes de garde d'enfants, chez nous, par exemple, avec une baisse de la démographie des assistantes maternelles qui est terrible. Et voilà, et puis des gens qui arrivent avec des niveaux d'attente en termes de services qui sont importants, et donc forcément, il faut pouvoir y répondre pour ne pas qu'il y ait une déception et un retour en arrière. Après, faut avoir aussi à l'esprit que l'attractivité de nos territoires, c'est également, alors
on a effectivement le télétravail, les nouvelles formes d'emploi, etc., qui sont importantes, le cadre de vie, mais il y a aussi le foncier et le prix du foncier qui est quasiment la première des raisons de cette attractivité. C'est clair. Et forcément, l'offre et la demande, entre guillemets, si nos prix de l'immobilier remontent, on aura peut-être un peu moins d'attractivité, du coup, hein. Donc, faut en avoir conscience, en revendant un appart de 20 mètres carrés à Paris, vous achetez ici une villa, quoi. Donc, c'est attractif à ce niveau-là. C'est sûr. Après, Alors, on va en profiter, pardon, juste pour compléter ce que disait Oui, Olivier. on a à peu près les mêmes problématiques en termes de prix du foncier, ce qui est un facteur d'attractivité. Alors, c'est un peu moins vrai chez nous sur la Comcom d'à côté, qui est la Comcom de Gérardmer. C'est un gros effet pervers. C'est que le Parisien, avec son appartement de 20 mètres carrés, il peut facilement s'acheter une résidence secondaire qui ne donne pas une tonne d'attractivité au territoire non plus. Ah oui. Et ça aujourd'hui, chez nous, on est incapable de gérer, ne serait-ce que d'un point de vue juridique, de privilégier la résidence principale. Aujourd'hui, on n'a pas les outils juridiques qui font que. Oui, c'est une vraie question, effectivement, que vous posez là. Je vous propose, on va en profiter. On a au moins Martin, on a Capucine, on a Marin qui sont, qui connaissent la Lorraine parce qu'ils s'y sont formés, ils ont fait un petit passage et qui sont professionnels dans d'autres territoires. Ils sont d'origine d'autres territoires. Quel regard vous avez, les amis, sur la Lorraine, sur cette attractivité globale du territoire? Mais déjà, moi, j'ai une question qui est peut-être un petit peu qui pose problème, mais j'ai l'impression que dans toutes les communautés de communes, on se pose la même question, comment être attractif? Et du coup, j'ai un peu l'impression qu'on se tire tous dans les pattes en étant tous attractifs. Et je pense que du coup, il faut qu'on fasse une différence entre attirer les gens qui viennent de grandes villes. Donc nous, on est proche de Paris, donc on attire les Parisiens. Enfin, on voudrait attirer des Parisiens et attirer des jeunes ou des cadres d'autres endroits de la campagne. Ça, je pense que c'est un point auquel il faut faire attention parce que du coup, on va dénuder, entre parenthèses, d'autres territoires. Voilà, c'est juste une question, enfin, une remarque qu'on s'est faite, nous, de notre côté. Ce que vous évoquez, Marin, rejoint ce qu'évoquait Claire. C'est pourquoi, pour qui est-ce qu'on attire des résidents? Est-ce qu'on attire des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, mais qui vont devenir des acteurs créatifs de valeur sur le territoire? Est-ce qu'on attire des personnes d'autres et on vide certaines parties du territoire? Voilà. Je voudrais que vous reveniez sur vous trois, là, Martin, Capucine, peut-être Capucine et peut-être vous, Marin. Vous avez vécu ce territoire Lorraine-Grand Est, vous êtes professionnel et peut-être originaire pour certains d'entre vous d'autres territoires. Comment vous regardez cette attractivité Lorraine-Grand Est? Je vais prendre la parole. Je pense que vous n'avez pas vu que j'avais Oui. rejoint aussi le. Oui, Benoît. Oui, super, Benoît. Bienvenue. Bien sûr. Merci, Benoît, en tout cas, d'être là. Oui. Je suis arrivé malheureusement un petit peu en retard. Mes horaires sont ce qu'ils sont. Présentez-vous pour information, rapidement, alors. pour ceux qui savent, moi j'ai du coup fait mes études au GSI. J'ai passé 6 ans avant de. Là maintenant, je suis chef de projet PVD dans le sud de la Gironde. Et pour vous dire êtes originaire d'où? Pardon? Vous êtes originaire d'où? Carcassonne. Voilà. Alors. Donc voilà, donc l'attractivité, au final, une fois qu'on y a, en fait, le Grand Est, le truc, c'est surtout d'y venir, j'ai envie de dire, parce que même si on sent, en tout cas pour y avoir fait des études, un certain dynamisme, et c'est ça qui est bien avec le Grand Est, et particulièrement, en tout cas sur l'aspect du Sillon Lorrain, c'est les offres de formation qui font qu'on a l'occasion de venir sur place. On se rend compte que c'est pas trop mal. Après, moi, personnellement, ça m'aura pas convaincu parce qu'il y a un aspect météorologique extrêmement important pour moi qui fait que j'ai une certaine frontière à ne pas dépasser. Mais après, ça reste un territoire où une fois qu'on y est, on sent un certain dynamisme et c'est surtout ça qui va pêcher en fait pour cette région. Faut y venir au moins une première fois
autre que pour venir faire les marchés de Noël parce qu'il neige l'hiver, quoi. Il y a des images des fois un petit peu à casser et de faire venir des gens pour certaines occasions, c'est peut-être ça qui manquerait à ce territoire pour vraiment son attractivité. En tout cas, vous reliez avec ce que disait Bertrand tout à l'heure, c'est comment on fait en sorte que les étudiants qui viennent se former restent un peu plus sur le territoire. Il y a Anne qui a levé la main. Il y a ça, je veux juste compléter, il y a ça, il y a Oui, aussi l'aspect un peu pardon. des grands événements, parce qu'il y a beaucoup aussi de territoires qui arrivent un petit peu à se faire connaître en organisant des gros événements. Je pense par exemple au festival de musique, qui nous sont des gros facteurs d'attractivité dans le sud, en particulier le sud-ouest, qui font qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont se rendre compte qu'il y a certaines communes qui sont sympathiques, et donc ils réessayent. Ça peut être aussi des choses très ponctuelles, mais avec un grand rayonnement. Donc, c'est toujours venir la première fois, c'est ça? Voilà, c'est mettre le premier pas sur le territoire à chaque fois. Physiquement, Ok. bien Anne. sûr. Eh ben, merci d'être venu. Oui, je voulais répondre à Marin par rapport à sa remarque sur le sentiment qu'il avait de concurrence entre les intercommunalités. Oui, dans le terme, si on dit on veut tous être attractifs, on veut tous avoir de nouvelles populations, mais ce qui nous démarque tous, c'est qu'on a tous des spécificités quand même géographiques, paysagères, économiques, historiques, culturelles, enfin vraiment locales, hein. Donc là, on rejoint le volet local que de nous parlait Marin tout à l'heure, et c'est ça qui fait aussi notre charme à tous. Effectivement, et ça on le voit quand on travaille sur les parties Action Cœur de Ville ou les parties PVD, où on met le nez dedans sur le plus petit détail du territoire, et on se rend compte que chacun a ses spécificités et doit travailler sur ces spécificités pour rendre attractif, enfin les spécificités comme levier. Alors, on ne peut pas non plus peut-être généraliser ou globaliser, ou je suis peut-être encore trop naïve malgré mon grand âge, mais voilà, ça, je crois aussi là-dessus. Par exemple, tout à l'heure, Olivier Thiel nous parlait d'industrialisation, de Saint-Dié comme secteur de production. Il y avait quelque chose qui avait été mis en place dans une étude stratégique qui date de 2013, lors de la première fusion des intercos, où le diagnostic indiquait que nos territoires étaient effectivement avec une population vieillissante. Donc là, ça rejoint ce que nous disait Claire, une baisse de population, une population vieillissante, mais que d'un autre côté, alors sans doute plus dans l'ouest vosgien que sur la partie est ou au milieu du sillon lorrain, mais il y avait un besoin qui ressortait du vieillissement de cette population, c'est des besoins de services d'aide à la personne. Parce que derrière, quand vous avez une population vieillissante, vous avez besoin de médecins, d'aides-soignantes, de personnel pour accompagner ces personnes âgées à rester à domicile. Et ces personnes-là, ce sont également des personnes jeunes qui viennent habiter le territoire avec leur famille. Donc, ce n'est pas des centaines et des centaines de personnes, mais c'est sur un milieu rural une potentialité. Enfin, sur l'ouest vosgien, c'est une des choses sur lesquelles on travaille également, et sur cette partie de diagnostic qui datait de 2013, on l'a effectivement bien repris en 2017 lors de la deuxième fusion, et dans le projet de territoire de la communauté de communes, et on le retrouve dans les stratégies des deux communes PVD pour lesquelles je travaille. Merci, merci Anne pour ce rebond. Je ne sais pas, Martin qui est aussi dans le sud, là, qui est reparti dans le sud, à Marseille. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre vécu, sur l'attractivité de l'Est, puisque vous venez retravailler aussi avec certains territoires Non, pour moi, il y a une question qu'on n'a pas trop soulevée, mais c'est Oui, par rapport aux métropoles, enfin les territoires ruraux, ce qui empêche la majorité des jeunes que je connais d'aller s'y installer, c'est la vie sociale. Dans le sens où s'intégrer, se faire un groupe de potes, un cercle social sur un territoire rural avec une faible densité et du coup un peu dépourvu de jeunes, ça peut effrayer.
par rapport à une métropole dynamique où il y a forcément une densité de jeunes beaucoup plus grande. Donc, la connaissance que j'ai du nombre de jeunes qui se réinstallent en territoire rural, en général, ils vont se réinstaller dans des territoires leur territoire natif, là où ils ont déjà des potes, là où ils ont une famille, etc. Donc, on parlait tout à l'heure de quelle population attirer. Pour moi, le premier axe, c'est déjà attirer toute la population de jeunes qui ont fait des études dans des grandes villes, qui sont partis dans d'autres régions de la France, qui ont peut-être des envies de revenir sur du plus rural. Bah, clairement, s'ils reviennent sur du rural, c'est dans leur territoire d'origine, quoi. Et pour mon exemple personnel, je suis des Vosges. Si je me réinstalle un jour en territoire rural, je suis à Marseille actuellement, donc si je sature un peu de la ville, si je veux repartir dans le rural, je partirai prioritairement dans les Vosges. Mais si tant est qu'il y a suffisamment d'emplois et d'attractivité économique pour que je revienne. Ok. Alors, merci. Donc, vu l'heure, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que chacun d'entre vous, et puis je vous proposerai, Olivier, de conclure, hein, pour ramasser un peu l'ensemble, parce qu'on n'a pas fait le tour, loin s'en faut. On a fait qu'esquisser un certain nombre de sujets, y compris qu'on avait imaginé traiter, Olivier. Mais j'aimerais bien que ceux qui le souhaitent, hein, vous puissiez nous dire, voilà, sur ces questions-là, qu'est-ce qui, pour vous, serait intéressant d'approfondir? Voilà, de ce que vous avez entendu, perçu, ou de ce que ça vous a permis de faire des liens avec les éléments de vos pratiques. Qu'est-ce qui, selon vous, sur ces questions de l'attractivité, sur ces deux volets que nous a posé Olivier, cadre de vie et territoire de production, qu'est-ce qui vous semblerait intéressant à partager, à creuser, à fouiller, à questionner de ce que vous avez pu percevoir ce soir? Voilà, qui veut commencer? Ce qui pourrait être intéressant, c'est… Pardon. Oui, allez-y. C'est bon, je laisse la parole. Ça marche. Moi, j'aimerais juste rebondir sur ce qui a été dit et ramener à cette question-là parce que je la trouve très intéressante. C'est cette question justement des jeunes, de la sociabilité, etc. C'est-à-dire réfléchir peut-être ensemble sur quelle dynamique peuvent être entamées là-dessus, notamment sur la question du retour, parce que c'est vrai que garder les populations, c'est ultra important, mais tous les jeunes auront probablement envie d'aller faire une expérience quelque part à un moment ou à un autre. Et comment est-ce qu'on peut récupérer ces jeunes-là après une période d'expérience, d'études, de première expérience professionnelle, leur donner envie de revenir? Et quels sont les facteurs d'attractivité justement en campagne de sociabilité? Par quoi ça peut passer pour ces jeunes-là? Est-ce que c'est plus de restaurants, de bars? Est-ce que c'est plus d'associations sportives? Est-ce que quels sont les fondements auxquels on peut réfléchir pour justement toucher ces jeunes-là, en fait? Encore une fois, qu'une question. Merci Claire. Effectivement, je pense que c'est un axe où on pourrait trouver à la fois des personnes avec qui réfléchir là-dessus et intéressant peut-être avec les territoires et leur expérience aussi de la creuser. D'autres… allez, on va continuer ce tour de piste sur les questions ou les sujets à creuser. Du coup, pour Okocha, déjà, c'est une super question qu'elle a posée. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est les échelles de réflexion. À quel niveau on réfléchit à cette notion d'attractivité, pour quelle thématique, on va dire. Par exemple, on a parlé là, en filigrane un peu de toutes les intercommunalités ou même les communes qui veulent faire de l'attractivité. Si elles choisissent toutes le même levier, ça va pas être pertinent. Du coup, à quel niveau faut-il porter la réflexion pour créer des synergies et des complémentarités surtout par rapport à quelle thématique? D'accord. Merci Benoît. Qui complète? Moi, je voudrais intervenir sur la question des jeunes, si vous me permettez 2 secondes. C'est certain que les jeunes qui sont partis faire des études dans les grandes métropoles reviennent peu en milieu rural. C'est un constat qu'on fait tous. Voilà. Ceci dit, alors ils reviennent peut-être effectivement s'ils y sont nés, donc c'est évident qu'on a plus de lien social, c'est clair. Il faut qu'on travaille effectivement sur ces aménités,
qui sont attractifs pour les jeunes, ça c'est évident. Après, nous, on a peut-être une carte à jouer sur la génération un peu plus âgée, celle des jeunes familles. Parce que autant quand on est jeune, qu'on aime bien sortir, etc., la vie est belle à la métropole, mais autant quand on commence à voilà, avoir 30, 35 ans, 40 ans, qu'on a des enfants, et d'abord c'est plus compliqué parce que le prix du foncier, si on doit déménager, est plus cher. Donc on est tenté effectivement de s'éloigner de la métropole, d'aller dans des communes de périurbanisation. Donc peut-être que mais ces communes-là sont aussi assez chères, assez prisées. Ça coûte cher aussi en transport, en temps de transport. Et donc peut-être qu'une localisation effectivement avec le télétravail en milieu rural est plus intéressante. Et puis en milieu rural, avec des enfants, on a parfois plus de loisirs, plus de quiétude, plus de sécurité aussi. Et donc, voilà, cette tranche d'âge 35-40 ans est peut-être plus pertinente en termes de cible, en termes de marketing territorial. On parlait tout à l'heure de ça. Elle est plus pertinente en termes de cible, je pense, que le jeune de 25 ans. Ok, merci, merci Bertrand. D'autres sujets, d'autres thèmes dire, ouais. Oui, Capucine. Ouais. Justement, sur cette dernière intervention, je pense que ça dépend vraiment des territoires, mais pour le coup, chez nous, on aimerait justement sortir de cette dynamique de l'attractivité par l'habitat résidentiel et sortir de ce souhait d'attirer des familles à tout prix, parce qu'on a quand même 93% d'habitat individuel et ça crée beaucoup d'entre-soi. Et du coup, nous, ce serait plutôt la question d'attirer des jeunes, mais d'attirer des moins jeunes et de la mixité des générations. Et comment est-ce qu'on les fait se rencontrer et s'approprier le territoire ensemble pour ne plus le penser uniquement en vase clos par les familles ont besoin de tel type de services, les personnes âgées tel type, et voilà, et d'être plus de réfléchir le territoire plus en faisant plus de liens. Voilà. D'accord. Donc, si j'entends bien, c'est plus une question d'image de territoire qui propose cette qualité de lien plutôt que de cibler des populations. Ok, donc ça, c'est une thématique et une question. D'accord. Ok. On fait le tour sur d'autres questions. Je ne sais pas, Maya, sur toutes ces questions-là, puisque là, vous voyez qu'en 1h30, on fait qu'esquisser les choses. Qu'est-ce qui serait intéressant de retravailler, selon vous, d'approfondir? Moi, j'ai cette question de l'agilité des territoires, en fait, pour répondre aux attentes des habitants d'aujourd'hui et de demain, avec cette question du temps, entre le temps de l'habitant, qui est là aujourd'hui, qui vient passer un entretien, qui cherche des trucs aujourd'hui, et en même temps, le temps d'organisation des territoires, des budgets, etc., pour enclencher les transformations et qu'elles soient perceptibles, en fait. Voilà. Ok. Oui, et donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'entre-deux? Parce qu'on n'aura pas des moyens décuplés, financiers notamment, je pense, ou d'ingénierie. Voilà, il y a des freins intrinsèques au fonctionnement de ces territoires-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans l'entre-deux, en fait? Merci. Ça, c'est une façon de donner du sens à cette question de la transformation, de l'adaptation des pratiques, qui est en cours et nécessaire. Mais pareil, on pourrait se dire pourquoi, par rapport à quels enjeux. Donc, voilà, c'est une des dimensions. Merci, Maya. Est-ce que, je ne sais pas si Martin est toujours là. Martin, vous, alors c'est toi, votre expérience de consultant, ces questions d'attractivité, qu'est-ce que vous verriez comme point à explorer? Je suis désolé, j'étais en train de discuter avec une collègue. J'ai pas saisi la fin de l'intervention de Maya. Maya va reprendre. Je ne sais pas si il faut que je revienne dessus. Je ne sais pas si c'est important pour que vous formuliez la vôtre, mais je peux la refaire.
Non, mais c'est juste que l'attractivité au sens global du terme ou sur des points. En fait, sur cette, ok, on est d'accord sur les enjeux et les sujets de cette attractivité. Enfin, un territoire peut en être d'accord, mais la transformation derrière, elle peut prendre 10, 15 ans avant de trouver l'ensemble des réponses qui vont permettre de satisfaire ou de cocher le c'est bon, en fait, cet enjeu-là, il est validé d'un point de vue voilà, réel. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans l'entre-deux? Et pour moi, les actions cœur de ville, les petites villes de demain, là, justement, elles visent à faire des projets de territoire, effectivement, sur du long terme. Mais enfin, j'ai l'impression, et je crois que les villes concernées aussi, on est sur une manne financière, enfin, des apports financiers de l'État qui sont assez exceptionnels au vu des conditions actuelles. Et bah, la majorité des petites villes de demain sont au courant de ça et en profitent. Enfin, c'est un peu, j'ai l'impression, le tournant, enfin, un des tournants, en tout cas, de bah, bam, on va réactiver la ville, redynamiser et voilà. Donc Mais vous après, posez la question, si j'entends bien Martin, vous posez la question qu'évoquait un petit peu Olivier en disant est-ce que ce sont les outils, les leviers de financement qui vont impulser l'action ou au contraire, est-ce que c'est la connaissance du territoire porté par les collectivités qui vont les amener à manager, à piloter, à aller chercher les ressources bah, d'où ça c'est un vient, peu quelle un est la C'est un peu un double effet parce que sans les financements, les collectivités pourraient rien faire, mais les financements, malheureusement, étant donné que c'est un peu le nerf de la guerre, c'est aussi l'argument majeur qui est porté aux élus quand on veut faire accepter des projets ou faire avancer les choses par les techniciens. Donc D'accord. c'est Donc là, ça Mais en fait, si je peux me permettre, et on a exactement les mêmes questionnements que Maya sur le territoire. Comment est-ce qu'on maille le court terme et le moyen terme? Alors, les leviers financiers ou le long terme. Les leviers financiers, c'est plutôt du court terme et ça sert enfin à mon sens, hein, ça sert à impulser la démarche et à enclencher une dynamique. Pour autant, il ne faut pas rêver. J'ai un petit doute sur le fait que les moyens financiers alloués à Action Cœur de Ville ou à PVD de l'État soient toujours les mêmes dans 15 ans. Donc aujourd'hui, à mon avis, on est sur des choses où il faut impulser, il faut lancer des choses, même si la stratégie n'est pas clairement établie. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de lancer peut-être des fois des petites actions qui sont aussi visibles et qui permettent de créer une dynamique, et pas dire faire le buzz, il ne faut pas exagérer, mais créer une dynamique autour de tout ça, pour mettre le train sur les rails et que ça puisse continuer à rouler après. Après, mais c'est une vraie question de dire qu'est-ce qu'on fait entre, tiens, on se fixe un objectif X aujourd'hui, sachant que de toute façon, on l'atteindra dans 10 ans, si on l'atteint. Ok, en tout cas, c'est un vrai sujet parce que je pense que on peut soit organiser, même structurer son ingénierie par rapport à tous ces leviers là qui arrivent, ces appels à projets, ces systèmes de planification, ou à l'inverse, comme vous le faites sur Saint-Dié, de partir des ambitions, des politiques publiques, de faire des team projets voilà, qui vont piloter, manager les ressources. Je pense que ce sera intéressant au motif de la façon dont Maya a reposé la question, de rééclairer, d'approfondir ce sujet. Ok, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui ne s'est pas exprimé encore sur cette question? J'ai vu qu'Anne peut-être avait... Qu'est-ce que vous en ressortez avec quoi, Anne, qui vous intéresserait d'approfondir? Je crois qu'on a fait vraiment le tour et par rapport à ce que disait Martin tout à l'heure, il n'y a pas, il y a comment dire, il y a le volet immédiat et le volet sur le plus long terme. Moi, je reste quand même assez craintive et là, je rejoins Olivier Thiel sur les possibilités des robinets ouverts des services de l'État où vous parliez tout à l'heure que dans 10 ans, les financements ne seront sans doute pas les mêmes. Moi, je peux vous dire que dans 1 an ou 2 ans, les financements sont déjà plus les mêmes. On le voit hein, entre la démarche Action Cœur de Ville et ce qui avait été lancé au niveau PVD. On le voit lors de la mise en place des actions que en termes de financement, il y a déjà énormément de choses qui ont changé. Donc, l'objectif de PVD qui est jusqu'en 2026 dans une première étape,
je pense que il faut vraiment y aller, et là je vous rejoins complètement, c'est qu'il faut y aller maintenant pour monter des actions au plus tôt opérationnelles, hein. Et donc voilà. Et puis l'autre remarque que j'ai à faire, mais qui ne regarde pas, qui est peut-être un peu mon esprit critique, c'est que, alors je ne sais pas comment ça s'est passé pour les actions en cœur de ville, mais clairement au niveau du PVT, des fois c'est un flou total par rapport à les stratégies sont là, les actions sont là, les élus sont volontaires, on a un maillage complet comme à Saint-Dié entre l'interco et les communes qui sont petites villes de demain, y compris les plus petites communes. Donc la communication marche bien, mais d'un autre côté, des fois, j'ai l'impression que certains services ne savent pas forcément où on va. Et donc, c'est un peu aussi l'interrogation et la crainte. Après, sur le point par rapport à l'attractivité des jeunes, donc moi je suis une maman qui a des enfants qui sont âgés, qui ont fait l'expérience, donc effectivement d'aller faire leurs études, mais qui sont revenus, donc je suis une maman heureuse. Mais là, je pense qu'effectivement, je vous rejoins tous et toutes, il y a quelque chose à faire. Et en tout cas, c'est ce qui ressort aussi des questionnaires, de la concertation avec les habitants localement, c'est le besoin de faire revenir les jeunes une fois qu'ils sont partis pour leurs études. Voilà. Merci, merci Yann. Donc, on a à peu près fait le tour. C'est Olivier qui peut-être voilà, on n'a pas abordé tous les sujets aujourd'hui, mais l'idée, c'est voilà, de faire une maïeutique où on va peut-être revenir sur un certain nombre de sujets. Vous, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce qui vous semble essentiel sur ces questions-là, approfondir? En fait, ce qui a été dit sur ce tour de table, ce volet conclusion, là, je pense qu'on peut tous le partager, et sur la question du retour des jeunes, où là, pour le coup, je rejoins assez Bertrand Nicolas sur savoir quel type à quel niveau on met le jeune, ou quel jeune on cible entre un jeune de 25 ans et une jeune famille. Moi, je penserais plutôt pour la jeune famille, mais ça n'engage que moi, mais c'est des vraies questions qu'on a à se poser. Sur l'ensemble des territoires, et ça me fait rebondir sur l'autre partie des réponses, qui était la notion d'imbrication des différentes échelles et de concurrence territoriale. Aujourd'hui, on se pose la question, c'est déjà un peu ce que je posais par rapport à la question du CIO Lorrain sur l'attractivité globale. La concurrence territoriale aujourd'hui, on ne pourra jamais l'éviter. Que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue technique, d'un point de vue économique, c'est quelque chose qui existera. Je pense qu'on connaît tous dans nos intercos, même si aujourd'hui on fait des PLUI qui sont géniaux, extraordinaires, etc. Quand on fait une tournée des communes, on a toujours le maire de la commune qui dit oui, mais moi je veux absolument garder mon école, donc c'est mon école, c'est l'attractivité de mon village. Donc il y a quand même une sacrée marche à franchir entre dire il y a l'attractivité de la commune, l'attractivité de l'agglomération, l'attractivité du Sillon-Lorrain, l'attractivité de la France, tout ce qu'on veut. Il y a une imbrication d'échelle qui est importante. Tout le monde va être attractif à un moment ou à un autre. Par contre, il faut savoir où on met le curseur et on met le curseur pourquoi. La communication du Sillon-Lorrain sur l'attractivité globale, elle n'aura rien à voir avec la communication de la communauté d'agglomération ou du département des Vosges sur l'attractivité de son territoire. Ce sera des choses qui sont complètement différentes. Et par contre, là où je pense qu'il y a un travail à faire, c'est vraiment là-dessus. Le chemin est long. Alors chez nous, pour parler de notre exemple, encore une fois, l'agglomération est jeune, elle a à peine 5 ans. On parle beaucoup de l'attractivité de la commune X par rapport à la commune Y. C'est des choses qui vont évoluer petit à petit, mais c'est comme pour les habitants tout à l'heure, il y a un gros travail de pédagogie à faire auprès des élus. Et cette imbrication d'échelle, il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, on arrive à clarifier les choses et à articuler le mieux possible, on va dire. Parce que la concurrence territoriale existera toujours, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Ok. Merci en tout cas. Vous voyez, il est 18h08, on est pas mal, on est un petit peu dérapé. Donc vous avez vu que Corentin a noté le maximum de choses, je le remercie, et pourra vous le transférer. Et puis, on va retraiter tout ça, y compris les points que vous avez posés comme étant des points pouvant donner matière à exploration. Et voilà, et
nous proposera certainement de poursuivre cette réflexion en associant d'autres personnes, peut-être en proposant aussi des actions un petit peu spécifiques là autour de cette question des jeunes ou des jeunes ménages, parce que finalement, interagir directement aussi avec ces populations cibles, ce pourrait être aussi intéressant. On verra et on vous proposera d'autres configurations d'échange. Merci beaucoup. Hein, bien sûr, on n'a pas fait le tour de tout ce qu'on avait imaginé évoquer, Olivier, hein, mais c'est un sujet vaste et riche. Et je pense qu'on reviendra sur vos expériences diverses et multiples, diverses dans leur spécificité, mais on voit bien les liens qui se tissent entre vos différentes expériences territoriales. Merci à chacun, à chacune d'entre vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, vous pouvez retrouver ce web atelier. On vous en donnera les liens si vous souhaitez revisionner les parties. Et on vous renverra donc les notes qui ont été prises. Merci en tout cas. Belle soirée à tous. Et puis, affaire à suivre. sujet à approfondir. Merci, au revoir. Au revoir. Ouais. Merci.